Merci beaucoup Fabienne et bonjour à tous et surtout à toutes, puisque si les femmes sont minoritaires dans la bande dessinée, je vois qu'elles sont majoritaires dans la salle. Je m'y attendais un petit peu, à vrai dire, avec une thématique comme celle-là. Et oui, vers 1985, on comptait en France environ une dessinatrice de bande dessinée pour 25 dessinateurs. Si la parité dans ce domaine est encore lointaine, on peut quand même constater que la proportion d'auteurs avec un E a notablement augmenté depuis, tant sur la scène alternative, puisque il est paru par exemple en l'an 2000 un gros volume de 2000 pages qui s'appelait Comics 2000 et qui rassemblait plus de 300 auteurs du monde entier, ayant chacun produit une contribution sans texte, sans parole, une histoire muette, donc susceptible d'être lue elle aussi dans le monde entier sans avoir besoin d'être traduite. Et c'était une sorte de radiographie, photographie de la bande dessinée indépendante alternative dans le monde. Eh bien, il y avait une quarantaine de dessinatrices quand même qui figuraient au sommaire de cet ouvrage. Mais aussi, leur nombre a cru dans l'édition traditionnelle et aujourd'hui, il atteint à peu près 12% de la profession. Alors, évidemment, ce chiffre qui reste faible est à comparer avec la proportion de femmes que l'on peut trouver dans d'autres secteurs de l'édition. Dans la littérature de jeunesse, par exemple, elles sont majoritaires. Environ 66% des auteurs et illustrateurs, autrices donc, de livres pour la jeunesse sont des femmes. En littérature, là par contre, la situation est finalement relativement stable, puisque c'est à la fin du XIXe siècle que les femmes sont apparues en nombre sur la scène littéraire, et on était passé d'une vingtaine de femmes écrivains en 1860 à 700 femmes écrivains en 1908, sur un total à l'époque d'environ 3000 auteurs. Donc, selon le dernier recensement que nous avons, qui est un recensement de l'INSEE qui date un peu, puisqu'il a été fait en 1975, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de statistiques plus récentes sur la question. À l'époque, en 1975, on avait 800 femmes de lettres contre 2760 hommes. Donc, finalement, depuis la fin du XIXe siècle, la proportion n'a pas tellement évolué. Ce qui a changé, c'est leur visibilité, puisqu'évidemment, au cours du XXe siècle, un certain nombre d'auteurs tels que Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, Simone de Beauvoir et beaucoup d'autres sont apparus au tout premier plan de la littérature, de la scène littéraire. Alors, en bande dessinée, qu'en est-il? Eh bien, est-ce qu'on garde cette lumière? Je m'excuse. Ou est-ce qu'on, pour une meilleure qualité de projection, on la coupe? Oui, peut-être. En bande dessinée, on constate qu'il y a désormais des dessinatrices qui sont elles aussi très médiatisées. Et en 2013, pour coller à l'actualité la plus récente, deux noms en particulier ont fait véritablement l'objet d'une très large médiatisation. Celui de Julie Marot, qui était l'auteur de l'album Le bleu est une couleur chaude, qui a inspiré le film d'Abdelhadel Kechiche, La vie d'Adèle, qui a, vous le savez tous, reçu la Palme d'Or à Cannes, mais vous constatez que l'album, avant même d'être porté au cinéma, avait déjà, lui, reçu aussi des prix, en particulier le prix du public au Festival d'Angoulême en 2011. Et l'autre dessinatrice dont on a beaucoup parlé, dont on parle encore beaucoup, puisqu'elle est en train de truster un peu tous les prix dans le monde de la bande dessinée, c'est Chloé Cruchaudet, pour cet album que vous pouvez donc trouver partout en ce moment, Mauvais genre, qui est l'histoire d'un déserteur pendant la Première Guerre mondiale qui, pour pouvoir tout simplement continuer de sortir de chez lui sans risquer d'être inquiété, pour continuer d'avoir une vie sociale, décide de vivre sous l'identité d'une femme et donc en travesti. Et évidemment, cet album-là, s'il a autant de succès aujourd'hui, si on en parle autant, c'est dû à la fois à ses véritables qualités intrinsèque, je le recommande, mais aussi au fait qu'il entre en résonance avec la commémoration de la Première Guerre mondiale qui nous occupe beaucoup en ce moment. Alors, donc voilà,
on commence à avoir quelques dessinatrices qui bénéficient de cette attention des médias, qui reçoivent des prix. C'est relativement récent sur la scène de la bande dessinée. On peut dire que pendant longtemps, les dessinatrices ont travaillé un petit peu sous le radar, comme ça, en passant relativement inaperçues, hein. Et on peut se demander, donc, si on compare la bande dessinée à la littérature, et notamment et en particulier à la littérature jeunesse, si la bande dessinée ne serait pas tout simplement un art en retard. C'était une thèse qui a été défendue par Jean-Christophe Menu. Jean-Christophe Menu, c'est l'un des fondateurs, et ça a été longtemps l'animateur principal de la maison d'édition, l'Association. La maison d'édition peut-être la plus emblématique de la bande dessinée d'auteur de ces 20 dernières années. Et voilà, c'est lui qui a composé cette page, je la tire d'un manifeste qui porte sa signature, « La bande dessinée est en retard, est un art en retard ». Cela non seulement par rapport à la question de la féminisation, mais par rapport à beaucoup d'autres questions. Et par exemple, si on la compare aux mouvements qui ont traversé l'art contemporain, on peut se dire que la bande dessinée est restée bloquée sur une certaine esthétique qui finalement pourrait, aux yeux de certains, paraître datée. Bon. C'est certain, longtemps la bande dessinée n'a pas réservé beaucoup de place aux femmes, ni dans la création, où les dessinatrices qui parvenaient à s'imposer dans une profession presque exclusivement masculine étaient bien rares, ni non plus dans l'imaginaire que la littérature graphique proposait à ses lecteurs. Il existait bien quelques magazines édifiants pour les jeunes filles, mais en général, les héros des illustrés, comme on les appelait, les magazines de bande dessinée, eh bien, déclinaient avant tout toutes les incarnations possibles de la figure de l'aventurier. Et l'aventurier, c'était toujours évidemment un homme, hein, détective, cow-boy, reporter ou pilote de course. Bon, peu de personnages féminins. Je me souviens que dans mon adolescence, j'étais lecteur de Tintin et de Spirou. Je vivais en Belgique à l'époque et je me souviens très bien de l'apparition des premiers personnages féminins dans ces journaux et ça nous a frappés. C'est à ce moment-là seulement qu'on a réalisé que jusque-là, il n'y en avait pas et qu'elles brillaient donc avant tout par leur absence. Dans Spirou, c'était par exemple Yoko Tsuno et Natasha, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà. Alors, il existe aux États-Unis une femme qui est elle-même dessinatrice, qui s'appelle Trina Robbins, et qui est l'auteur de plusieurs livres sur la contribution des femmes à l'histoire de la bande dessinée. C'est un petit peu sa spécialité. Elle a écrit 4 ou 5 livres sur le sujet. Vous en avez 2, dont un écrit en collaboration, qui sont à l'écran en ce moment, et elle se qualifie elle-même de her historian plutôt que historian, donc une historienne qui s'intéresse exclusivement à l'histoire des femmes, et en l'occurrence à l'histoire des femmes dans la bande dessinée. Eh bien, quand on regarde ces livres de près, on y découvre toutes sortes de dessinatrices qui manifestement sont très compétentes. Alors, je ne suis pas sûr de la qualité de l'image là, mais je m'en excuse. On voit en tout cas que ce sont des dessinatrices qui sont très compétentes sur le plan du savoir-faire graphique, qui ne le cèdent en rien aux dessinateurs hommes qui étaient leurs contemporains et qui sont complètement tombés dans l'oubli. Donc là, vous avez des dessinatrices, 3 dessinatrices différentes, dont je n'avais pour ma part jamais entendu parler avant de les découvrir dans les livres de Trina Robbins. Et donc, à talent égal, on peut dire que certainement, il y a eu des dessinatrices qui n'ont pas réussi en leur temps à s'imposer de façon durable et donc qui n'ont pas laissé de traces dans la mémoire, dans l'histoire officielle. Bon, après tout, est-ce tellement étonnant? Je crois que le même constat pourrait être fait dans beaucoup de disciplines de l'art. Et j'ai une image ici qui m'amuse beaucoup parce que je pense qu'elle résume bien la place qui était faite à la femme dans le monde de l'art pendant longtemps. Hein. Voilà, c'était la muse, l'inspiratrice, le modèle, de préférence déshabillé, hein, et tous ces messieurs habillés autour qui, eux, signaient leurs œuvres et se faisaient un nom. Donc voilà la place de la femme dans le monde de l'art. Traditionnellement, ça a quand même été un petit peu celle-là. C'est évidemment un raccourci, mais c'est une image qui me semble assez symptomatique. Alors, dans toute l'histoire mondiale de la bande dessinée, on peut quand même relever les noms de quelques dessinatrices à succès
et je mentionnerai 5, qui me semblent à moi être les 5 femmes qui... Donc c'est peu, mais je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup plus que ces 5-là, qui ont vraiment réussi à s'imposer au premier plan. La première serait une Américaine du nom de Rose O'Neill, et elle avait créé en 1909 des personnages qu'elle appelait les Cupies, et qui étaient en fait des petits chérubins. Alors ils ont été publiés sous forme d'illustrations dans quantité de magazines et puis sous forme de bandes dessinées diffusées dans la presse à partir de 1917. Il y a eu des poupées aussi qui étaient fabriquées en Allemagne mais largement diffusées aux États-Unis et partout en Europe et qui ont eu un très très grand succès pendant toute la période de l'entre-deux-guerres. Donc on peut dire que ces personnages, des Cupies, des petits bébés joufflus avec des petites ailes dans le dos comme chérubins, avaient vraiment réussi à s'imposer à grande échelle dans le public. Aujourd'hui, Rose O'Neill est complètement tombée dans l'oubli, mais en son temps, bon, il en allait autrement. Il y a eu Mary Tourtel, qui est une dessinatrice anglaise et qui a créé en 1920 dans le Daily Express, dont son mari était le rédacteur en chef, ça peut aider évidemment, le personnage de Rupert Bear, Rupert l'ours, ce petit ours si mignon, toujours avec son pantalon et son écharpe à carreaux, et personnage qui est resté extrêmement cher au cœur des petits Britanniques jusqu'à aujourd'hui. On continue à rééditer les histoires de Rupert, notamment au moment des fêtes de fin d'année, à publier des almanachs Rupert, des calendriers Rupert, etc. C'est vraiment un personnage, il faut le dire, tout à fait attachant. Et elle l'a dessiné elle-même de 1920 à 1935, après quoi c'est un homme qui a pris la relève, Alfred Vestal, et qui l'a dessiné encore pendant plusieurs décennies. Il y a eu en Finlande Tove Jansson, avec les Moumines, que certains d'entre vous connaissent certainement. Ce sont des personnages Tove Jansson était à la fois dessinatrice et écrivain, et elle a créé les personnages des Moumines, qui ressemblent un petit peu à des hippopotames, mais qui sont censés être des trolls. Elle les a créés sous la forme de livres pour la jeunesse, donc ce n'était pas de la bande dessinée au départ, c'était du texte avec des images en couleur. Et c'est plus tard, en 1954, qu'elle a décidé de donner aussi une version bande dessinée à ces personnages, donc ce que vous voyez là à l'écran. Elle l'a dessiné elle-même que pendant assez peu de temps. C'est son frère, Lars, qui a poursuivi la série après elle. Les Moumines sont toujours aujourd'hui extraordinairement populaires dans toute l'Europe du Nord, mais plus particulièrement en Finlande. Moi qui suis allé sur place, j'ai été très très étonné de voir à quel point ils sont partout dans l'espace public, le nombre d'objets dérivés de toutes sortes à leur effigie qu'on peut trouver dans tous les magasins. Les Moumines sont véritablement omniprésents, et donc l'œuvre de Tove Jansson, il y a d'ailleurs un parc d'attractions qui lui est consacré, en plus d'un musée, est véritablement installée, elle, dans la durée. Au Japon, on citera Machiko Hasegawa, qui a décrit dans cette série Sazae-san la vie quotidienne d'une famille japonaise classique, vue à travers le prisme de la femme au foyer, donc, qui porte ce nom, Sazae-san, et c'était un yonkoma, comme disent les Japonais, c'est-à-dire une bande verticale. Dans l'Occident, en général, la bande quotidienne, les images sont placées horizontalement les unes à la suite des autres, mais au Japon, dans les journaux, ils sont généralement placés verticalement, comme vous pouvez le voir ici. Et cette série a été publiée dans le magazine, dans le journal Asahi Shimbun entre 1949 et 1974, donc une belle longévité, et Machiko Hasegawa, elle aussi, est encore constamment rééditée au Japon, et il y a également un musée qui lui est dédié, qui porte son nom et qui est consacré à sa vie et son œuvre. Enfin, plus près de nous, et la seule de toutes celles que je viens de citer qui soit toujours en activité, ce serait à nouveau une dessinatrice britannique, Posy Simmonds. Posy Simmonds publie ses bandes dessinées dans le Guardian depuis 1977. On la connaît en France principalement pour 2 livres qui sont Gemma Bovary et Tamara Drew. Tamara Drew a d'ailleurs inspiré un film, et Gemma Bovary, le tournage est en cours ou s'est achevé, le film doit sortir bientôt. Mais Posy Simmonds est vraiment considérée comme un auteur majeur dans son pays. Elle est membre depuis 2004 de la très vénérable Royal Society of Literature,
l'équivalent britannique de l'Académie française, si vous voulez, où elle siège en compagnie d'illustres écrivains, et notamment de prix Nobel, comme Doris Lessing, qui nous a quittés récemment, ou Naipaul, par exemple, et elle est la seule dessinatrice de bande dessinée à avoir été admise dans cette auguste confrérie. Donc voilà, quelques noms quand même, hein, en cherchant bien, vous voyez, dans toute l'histoire de la bande dessinée internationale, on arrive à trouver quelques femmes qui ont vraiment brillé au tout premier plan. En France maintenant, eh bien, on peut dire que la bande dessinée de femmes a pris son essor dans les années 70, avec en particulier 6 pionnières que je vais maintenant mentionner et donc saluer. La plus connue étant bien entendu Claire Bretéché, qu'on ne présente plus. Claire Bretéché, née en 1940, qui a fait ses tout débuts en 1963, qui est entrée à Pilote en 1969, où elle a d'abord animé les aventures d'une princesse assez disgraciée par la nature qui s'appelait Cellulite. Hein. Son nom était déjà tout un programme, bon, mais qui ne désespérait pas de rencontrer le prince charmant. Et ensuite, elle est passée au Nouvel Observateur en 1973 et elle y a développé d'abord Les Frustrés, qui lui ont valu une notoriété dépassant de beaucoup le cercle des amateurs de bande dessinée, et puis plus récemment Agrippine, à laquelle elle se consacre à peu près exclusivement depuis plus de 10 ans maintenant, et qui est cette adolescente assez insupportable, mais finalement aussi touchante par certains côtés que vous voyez là. Nées la même année, donc elles sont exactement de la même génération, il faut mentionner quelqu'un qui est beaucoup moins connu, mais non moins talentueux, et qui est Nicole Claveloux. Nicole Claveloux, elle a fait ses débuts dans la bande dessinée en 1973 dans Okapi, et elle y a animé une série pour les enfants qui s'appelait Grabotte pendant des années, mais qui n'a pas été relayée par une politique d'album, et comme la presse est un support éphémère, eh bien voilà, cette série aujourd'hui est un peu tombée dans l'oubli. Mais ensuite, elle a participé à l'aventure d'un magazine de bande dessinée entièrement réalisé par une équipe de femmes, Anana. Et ça, c'est un journal qui a été lancé en 1978 par les Humanoïdes Associés, qui publiaient déjà Métal Hurlant, mais qui n'a duré que quelques numéros. Et elle a publié 2 albums pour adultes aux Humanoïdes Associés, dont La Main Verte, dont j'ai extrait cette superbe planche. Et Nicole Claveloux, depuis, se consacre à son travail d'illustratrice, illustratrice pour la jeunesse, mais aussi illustratrice plus récemment de textes érotiques, puisqu'elle a publié ces dernières années 3 livres dans ce registre, et c'est véritablement une superbe dessinatrice. La troisième pionnière qu'il faut évidemment mentionner, c'est Chantal Montelier, qui, elle, est née en 1947, qui a participé à toutes sortes de revues de la nouvelle bande dessinée de Charlie Mensuel, à Anana, elle aussi, en passant par À Suivre et Métal Hurlant, et dont le premier album est paru en 1978. Aujourd'hui, elle se trouve à la tête d'une œuvre qui compte à peu près 25 livres. Elle continue de publier, et en ce moment même, elle finit de réaliser un livre qui est son autobiographie mi-littéraire, mi-dessinée, et dans laquelle elle relate son parcours de dessinatrice et ce que ça a représenté pour elle de s'imposer comme dessinatrice dans un monde d'hommes. Et voilà, vous pourrez lire ça dans quelques mois. Florence Sestac, née en 1949, elle a d'abord été libraire, puis éditrice, puisque avec son compagnon de l'époque, Étienne Robial, elle a présidé aux destinées des éditions Futuropolis Première Manière. Hein. Maintenant, Futuropolis existe toujours, mais c'est une nouvelle maison qui a repris ce nom. Son premier album date de 1982 et elle s'est imposée comme un auteur assez populaire dans le registre de l'humour et du gros nez, qui est sa spécialité. Et là, cette planche est également tirée d'un album autobiographique, d'une certaine manière, où elle raconte l'aventure des éditions Futuropolis, et où donc elle se met en scène, ainsi que tous les dessinateurs et autres professionnels de la bande dessinée qu'elle a côtoyés à l'époque. Le cinquième nom à retenir serait celui d'Annie Götzinger, née en 1951, premier album en 1975. Son premier album, c'est celui que vous voyez à l'écran, Légende et réalité de Casque d'Or, qui a été très remarqué à l'époque.
Et par la suite, elle s'est lancée dans une série d'albums aux éditions d'Argo sous le titre générique Portrait Souvenir, avec le scénariste Pierre Christin, qui est aussi le scénariste de Valérian, une série que connaissent bien les amateurs de science-fiction. Et elle continue aujourd'hui à travailler avec Pierre Christin sur d'autres projets. Et enfin, la dernière que je mentionnerai parmi cette demi-douzaine de femmes pionnières donc, sera Jeanne Puchol. Et là, je vous montre un album que j'ai moi-même publié dans cette fameuse collection Très féminin dont nous allons parler dans un instant. Jeanne Puchol, née en 1957, elle a publié ses 5 premiers albums justement chez Futuropolis entre 1983 et 1989 et ensuite elle s'est mise à travailler pour toutes sortes d'autres éditeurs tout en étant très active dans le storyboard, dans la publicité, pas seulement donc dans la bande dessinée, mais elle a su, alors un peu à l'écart des projecteurs, elle est moins connue que les 5 précédentes, elle a su quand même tracer son sillon et faire véritablement une œuvre d'auteur. Là, par exemple, ce que vous avez sous les yeux, c'est la deuxième partie d'un diptyque, Haro sur la bouchère au bûcher, qui raconte les aventures d'une femme déguisée en homme et jouant du couteau, d'où son surnom de la bouchère, au temps de l'Inquisition. Et vous voyez comment ça se termine pour elle, évidemment assez mal. Bon. Alors, donc, cette collection Très féminin, dont vous voyez le logo, là, Très s'écrivant T-R-A-I-T-S, je le précise, c'est donc une collection qui a été créée au sein des éditions de l'An 2, la maison d'édition que j'avais créée en 2002, d'où leur nom, et qui, on peut le dire, a été en pointe dans ce combat pour ouvrir la création à la sensibilité de l'autre sexe avec cette collection. Dans laquelle, aux côtés de dessinatrices francophones telles que Anne Herbaut, Jeanne Puchol, Johanna, Sandrine Martin, on a pu aussi découvrir des dessinatrices étrangères. Par exemple, la néerlandaise Geri Hondius, la finlandaise Kati Kovacs, la britannique Simone Lia, l'allemande Barbara Yelin, la tchèque Lucie Lomova, l'américaine Gabrielle Bell. Donc cette collection, ce n'était pas véritablement prémédité au départ, est devenue une sorte de vitrine de la création féminine internationale, la jeune création. Et elle a longtemps été la seule collection de bandes dessinées dédiée aux femmes, un espace réservé donc pour leur permettre de s'y exprimer. Et je dois ajouter que je publiais d'autres femmes aux éditions de l'An 2 en dehors de cette collection. Dans d'autres collections ou hors collection, j'ai publié des livres de Geneviève Gauclair, Mineo Kubo, Pénélope Péchelet, Francisca Temerson, etc. Et au final, si je regarde les livres que j'ai publié 67 livres entre 2002 et 2006, donc c'est la période où j'étais éditeur indépendant avant d'être repris par le groupe Actes Sud. Eh bien, sur le catalogue que j'ai bâti dans cette période-là, il y avait 40% des bandes dessinées de création qui étaient signées par des femmes. Et nous étions à une époque où les femmes représentaient moins de 10% dans la profession. Donc c'était véritablement du militantisme, une volonté de leur faire une place, de leur donner une visibilité qu'elles n'avaient pas. Et je faisais le pari que la bande dessinée s'était déjà considérablement diversifiée, avait abordé tous les genres, tous les styles, mais il me semblait que les femmes étaient quand même susceptibles justement d'apporter autre chose. Cette initiative, il faut le dire, a été diversement appréciée. Et il y a des dessinatrices que j'appréciais beaucoup et que j'ai sollicitées qui ont refusé d'y apparaître parce qu'elles ne voulaient pas être cantonnées dans un ghetto, ce qu'elles percevaient comme un ghetto. Elles ne voulaient pas être reconnues en tant que femmes, mais en tant qu'auteurs, toute question de sexe mise à part. Et je comprends très bien cette réaction. Ma position à moi était toutefois un petit peu différente. Je me dis quand une situation est bloquée, comme c'était le cas de la création au féminin dans la bande dessinée, eh bien si on ne prend pas des initiatives pour faire bouger les lignes, 50 ans après, on en sera toujours au même point. Donc c'est à peu près à la même époque qu'on a voté des lois sur la parité en politique parce qu'on faisait le constat que, en dépit de tous les beaux discours, on avait toujours une représentation féminine extrêmement faible dans toutes les instances de représentation politique. Donc voilà, on a voté
voté des lois, certaines féministes étaient absolument contre ces lois. Elles ont été, elles aussi, très controversées, y compris dans les milieux féminins et féministes. Hein. Mais voilà, elles ont quand même fait bouger les lignes, puisqu'aujourd'hui, je crois qu'il y a 27% de femmes à l'Assemblée nationale. Alors certes, on peut encore mieux faire, mais c'est mieux qu'avant. Eh bien, pour la bande dessinée, c'est pareil. Je pense que cette collection a eu le mérite de faire bouger les lignes, d'attirer l'attention sur le fait qu'il y avait peu de dessinatrices qui étaient publiées. Et un cas d'espèce qui me semble exemplaire, c'est celui de Anne Herbaut. Anne Herbaut, certains d'entre vous la connaissent peut-être, c'est une dessinatrice belge qui est très connue et reconnue, et même internationalement, pour son travail dans le monde du livre pour la jeunesse. Donc elle est auteure et illustratrice, et elle a publié, principalement chez Casterman, une bonne vingtaine de livres pour la jeunesse qui sont absolument magnifiques, d'une très très grande poésie. Et elle est tout à fait reconnue dans ce domaine-là. Mais elle a toujours voulu faire aussi de la bande dessinée. Elle avait envie de s'exprimer à travers deux formes différentes. Et donc, elle voulait aussi faire de la bande dessinée. Eh bien, il se trouve que Casterman, qui était son éditeur principal, est un grand éditeur de bande dessinée. Donc, elle aurait dû avoir toute facilité pour le faire. Non, quand elle amenait un projet de bande dessinée, Casterman lui disait « On ne veut pas de ça, hein, continue à faire ce que tu fais si bien et ce que ton public attend de toi. » Et beaucoup de femmes se sont vues tenir ce type de discours. On leur reprochait d'avoir une sensibilité trop illustrative finalement et pas assez narrative peut-être, ou d'être trop mièvre, ou d'être trop jolie, trop ceci, trop cela. Enfin bref, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas et on les renvoyait vers l'illustration, hein, le plus souvent l'illustration jeunesse, c'est pour ça qu'elles y sont aussi nombreuses. D'autres dessinatrices ont trouvé refuge dans l'animation, on a toujours besoin de beaucoup de petites mains puisque le cinéma d'animation requiert énormément de main-d'œuvre. Alors Anne Herbaut, donc, quand je l'ai contactée, était très heureuse de pouvoir enfin publier son travail de bande dessinée. J'ai fait 3 livres avec elle, et notamment, ici vous avez un extrait du dernier qui s'appelle L'Idiot. C'est une bande dessinée très particulière, une vraie bande dessinée poétique au sens plein du terme, avec un déploiement de techniques graphiques très, très large, et véritablement l'affirmation d'un talent, d'une sensibilité, d'un univers tout à fait particulier. Bon. Alors, en dehors de cette initiative isolée qui a représenté la collection Très féminin, il faut signaler que 2 phénomènes ont contribué de façon tout à fait considérable à l'essor de la bande dessinée au féminin ces dernières années. Le premier phénomène, c'est le phénomène Marjane Satrapi. Vous avez tous entendu parler de Persépolis. Marjane Satrapi, donc née en 1969, est une dessinatrice d'origine iranienne qui a publié entre 2000 et 2003 les 4 volumes de cette œuvre autobiographique qui l'ont rendue célèbre dans le monde entier. Vous avez ici la première planche hein, de Persépolis, tome 1, le tout début de cette histoire. Évidemment, elle venait d'un pays sans aucune tradition de bande dessinée. Le fait que ce soit une femme qui, de plus, choisisse de s'exprimer à travers ce média, l'audace de son propos, la maîtrise de la forme, tout ça a fait sensation. Persépolis a été traduit dans le monde entier, vendu à plus d'1 million d'exemplaires, porté au cinéma par l'auteur elle-même en 2007. Et cet ouvrage, comme la plupart d'entre vous le savent sans doute, évoque la fin du régime du Shah en Iran, la révolution communiste, l'instauration de la dictature des mollahs, telle que Marjane elle-même, âgée d'une dizaine d'années hein, lors de la chute du régime monarchique, et sa famille les ont vécues. Au fil des volumes, on voit l'auteur qui grandit, qui quitte l'Iran pour faire ses études à Vienne, puis qui retourne à Téhéran, puis qui choisit finalement l'exil parisien. Et tout au long de son témoignage, on a les souvenirs personnels qui se fondent dans l'histoire collective. Alors c'est un livre qui évidemment s'inscrit dans un courant qui a pris beaucoup de vigueur dans la bande dessinée moderne, qui est le courant autobiographique, on y reviendra. Et le succès de Marjane Satrapi a donné une visibilité considérable et à l'édition indépendante,
puisqu'elle a été publiée par l'association, qui était à l'époque encore un petit éditeur alternatif, dont ça a été le grand succès de l'association. Et ni l'éditeur ni l'auteur ne s'attendaient à ce que Persépolis ait un tel retentissement. Donc, visibilité pour l'édition indépendante dont tout le monde a bénéficié, et visibilité aussi, bien sûr, pour la bande dessinée de femmes. Alors, ce qui est très important dans la bande dessinée, c'est ce que j'appelle le phénomène de l'autorisation. C'est-à-dire que quand on entend les auteurs parler, on se rend compte que beaucoup d'entre eux se sont lancés dans tel ou tel type de création parce qu'ils se sont sentis autorisés à un moment donné en découvrant que quelqu'un d'autre avait fait ça avant eux. Et que donc c'était possible. Parce que beaucoup de gens se font de la bande dessinée une image assez réductrice, hein, l'image d'une littérature pour enfants, d'une littérature de pur divertissement, qui commence, disons, au Schtroumpf et qui finit à Goldorak, grosso modo. Bon, alors évidemment, quand on veut faire autre chose, quand on veut faire développer un véritable propos d'auteur, quelquefois on se dit, mais ça on ne peut pas faire ça en bande dessinée, il n'y a pas de place pour ça. Jusqu'au jour où vous découvrez que quelqu'un l'a déjà fait, et à ce moment-là, vous vous sentez autorisé à le faire à votre tour. Pour Marjane Satrapi, il y a eu Maus d'Art Spiegelman, et il y a eu David B., L'Ascension du haut mal, remarquable œuvre elle aussi, et c'est ça qui l'ont autorisé à se lancer dans l'aventure de Persépolis. Eh bien, on constate que, à son tour, elle a autorisé un peu partout dans le monde, et notamment dans des pays musulmans et d'autres pays qui n'ont pas non plus de tradition de bande dessinée, des jeunes femmes à choisir de s'exprimer, elles aussi, par le biais de la BD. Donc j'en citerai 4 en particulier qui ont toutes témoigné du fait que sans Persépolis, elles n'auraient jamais osé imaginer se lancer là-dedans. Alors il y en a 2 dont j'ai malheureusement pas eu la possibilité de vous scanner des images, donc je les mentionne en premier. C'est une deuxième dessinatrice iranienne qui s'appelle Parsoua Bashi, qui est plus âgée que Satrapi puisqu'elle est née 3 ans avant, mais qui vit en Suisse, elle, depuis 2004, et qui a publié en 2006 à Zurich un album autobiographique qui s'appelle Nylon Road, la route du nylon, et depuis elle en a fait un deuxième, et donc voilà, Marjane Satrapi a fait école de ce côté-là. Il y a une autre dessinatrice qu'on peut citer qui est Asia Alfazi, qui est née en Libye, qui a été élevée en Écosse, qui vit maintenant à Birmingham, qui est musulmane, qui porte le voile, et qui dessine, qui fait de la bande dessinée dans un style assez proche de celui du manga. Elle n'est pas publiée en France pour le moment, mais elle aussi se revendique de l'exemple de Marjane Satrapi. Il y a, alors là j'ai une image, Zeina Abirached, qui est mieux connue chez nous, qui est née à Beyrouth en 1981, et dans ses livres, Je me souviens, notamment, un de ses livres s'appelle Je me souviens, comme le célèbre livre de Georges Perec. Elle évoque ses souvenirs d'enfance et d'adolescence dans un Liban en guerre, jusqu'à son départ pour Paris en 2006. Et ensuite, elle a publié d'autres livres, notamment Mourir, partir, revenir, le jeu des hirondelles, où elle évoque la vie à Beyrouth à travers le microcosme d'un immeuble. Et on voit évidemment très vite que son style graphique lui-même renvoie assez nettement, c'est difficile de le cacher, vers le travail de Marjane Satrapi. Dans un style plus différent, on citera enfin Amruta Patil, qui est née en Inde en 1979, qui en 2008 a publié son premier roman graphique, comme on dit désormais, qui s'appelait Carrie, K-A-R-I. Et dans Carrie, elle raconte la vie d'une jeune fille qui lui ressemble beaucoup, une jeune fille rebelle qui assume son homosexualité dans une société qui est partagée entre tradition et modernité. Et depuis, elle s'est lancée dans un projet titanesque, puisqu'il s'agit rien moins que d'adapter le Mahabharata en bande dessinée. Le premier volume est paru en 2012 et s'intitule Parva, l'éveil de l'océan. Vous en avez une planche sous les yeux en ce moment. Donc, le phénomène Satrapi a été incontestablement un élément déclenchant, moteur, qui a joué un véritable rôle historique. Il y a un autre phénomène qui a joué un rôle tout aussi important, et c'est celui des mangas, donc les bandes dessinées japonaises qui sont arrivées sur le marché français à partir de 1992, l'année où on a traduit Akira, puis Dragon Ball, au milieu des années 2000, le manga en est arrivé à représenter jusqu'à 40% du marché de la bande dessinée en France, non pas en chiffre d'affaires, mais en nombre de titres.
Donc 4 bandes dessinées sur 10 qui étaient publiées en France au milieu des années 2000 étaient des mangas. Ça a un petit peu reflué depuis. Or, il se trouve que l'industrie du manga est très segmentée. Elle est segmentée par tranche d'âge et par sexe. Et les principales catégories sont le kodomo, qui s'adresse aux jeunes enfants, le shonen, qui est pour les jeunes garçons adolescents, le shoujo, qui est pour les jeunes filles adolescentes, le seinen pour les hommes adultes, et le josei pour les femmes adultes. Ma prononciation japonaise est certainement assez déficiente, hein, s'il y a des japonais dans la salle qui m'excuseront. Et donc le shoujo en particulier, la bande dessinée qui s'adresse à des jeunes filles, est devenu l'un des genres les plus prolifiques et les plus populaires. Alors, paradoxalement, au départ, c'est un homme qui est considéré comme le père fondateur du shoujo, c'est Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était une sorte de dieu vivant de la bande dessinée. Il était un peu, et du dessin animé, il était un peu l'équivalent de Hergé et Walt Disney réunis en une seule et même personne, si vous voulez. Il a une œuvre absolument prolifique, il a exercé une influence colossale sur toute l'industrie de la bande dessinée et de l'animation au Japon. Il n'est plus de ce monde maintenant. Et en 1953, il a publié ce qu'on considère être le premier manga shoujo. Donc c'est cette histoire qui s'appelait Princesse Saphir et qui se déroule dans un monde féerique, et qui instaure aussi le premier travesti ou transsexuel de l'histoire de la bande dessinée, puisque le personnage principal est tantôt un prince, tantôt une princesse. Là, on voit son couronnement. Il change de sexe suivant les épisodes et les péripéties du récit. Personnage doté de 2 cœurs. Alors, c'est une bande dessinée qu'il avait conçue pour un public de jeunes filles, et à partir de là, le genre de la bande dessinée de filles, donc le shoujo, s'est considérablement développé. Mais à partir des années 1970, ce manga pour filles est de plus en plus souvent et quasiment exclusivement écrit et dessiné par des femmes. Notamment Ryoko Ikeda, qui est l'auteur de La Rose de Versailles. Alors ça se passe à la cour du roi de France, et c'est une série qui est très connue. Ou encore Kyoko Mizuki, l'auteur de Candy Candy, et là ça doit réveiller des souvenirs télévisuels chez certains d'entre vous. Voilà, ce qui caractérise le shoujo, entre autres choses, en dehors des thèmes, c'est notamment une conception assez particulière de la mise en page, qui est souvent très déstructurée, avec des images à fond perdu, des surimpressions, des incrustations, des cases de forme atypiques, etc. Voilà un autre exemple ici, chez une dessinatrice assez populaire en ce moment, Miwa Ueda, c'est la série Peach Girl. Bon. Alors donc, on est là face à une situation qui est très particulière, qui est vraiment propre au Japon, et qui, moi, personnellement, me pose un petit peu problème. Nous vivons dans un pays où nous prônons la parité et l'égalité entre les sexes, et là, au Japon, on peut dire qu'une femme qui veut faire de la bande dessinée, elle est presque automatiquement vouée à faire du shoujo, ou éventuellement du josei, c'est-à-dire à s'adresser à un public de femmes exclusivement. Même si dans la réalité, on sait qu'il y a des garçons qui lisent des shoujo mangas aussi. Hein. Mais bon, officiellement, ça s'adresse à des filles. Et donc, on a une segmentation de la bande dessinée, avec d'un côté des hommes qui s'adressent à des hommes ou à des garçons, et de l'autre côté des femmes qui s'adressent à des femmes ou à des filles. Moi, je trouve que ce clivage-là, ça s'apparente aussi, pour le coup, à une forme de ghettoisation. Et je ne vois pas pourquoi on est obligé de ne s'adresser qu'à ses semblables. Pourquoi on ne peut pas vouloir s'adresser à un public plus large et universel. Parce qu'alors faisons écrire des romans pour les vieux par des vieux et ainsi de suite. On peut décliner le concept à l'infini et vous voyez où ça nous mènerait, hein, à des niches dans le monde de la création et de l'édition. Ça me semble une situation qui n'est pas forcément enviable. Mais en même temps, c'est évidemment ce qui a permis à beaucoup de femmes japonaises d'émerger au premier plan de l'industrie du manga, puisque le shoujo est un genre qui leur est presque exclusivement réservé. Alors là, voilà, j'ai évoqué rapidement donc, les principaux facteurs qui ont fait bouger les lignes et qui ont permis aux femmes d'accéder enfin en plus grand nombre à l'édition d'abord et puis à une certaine visibilité dans le monde de la bande dessinée. Il faut noter que les instances de légitimation, elles, sont un peu en retard par rapport à cette évolution.
Par exemple, si on regarde le palmarès du Festival d'Angoulême, qui est la manifestation la plus importante en Europe et peut-être même dans le monde, eh bien, en 40 éditions, il y a une seule femme qui a été récompensée par le Grand Prix de la ville d'Angoulême pour l'ensemble de son œuvre. Une femme, donc, sur un palmarès qui compte 40 noms, 41 maintenant, et il s'agit en l'occurrence de Florence Sestac, qui a reçu le prix en 2000. Claire Bretéché avait reçu un prix spécial du 10e anniversaire en 1983, mais elle n'est pas dans l'Académie des Grands Prix. Voilà. Si bien que Chantal Montelier a l'habitude de rebaptiser Angoulême, elle en a fait Angoulmen, Angoul apostrophe men, pour bien montrer que ce sont les hommes qui tiennent le festival et le palmarès. Alors, c'est en partie en réaction contre cette situation que s'est constitué, il y a quelques années, le prix Artemisia. Le prix Artemisia récompense chaque année une bande dessinée de femmes et il a été créé, au fond, sur les mêmes bases que le prix Femina en son temps, puisque le prix Femina a été créé en 1904 pour réagir contre le Goncourt qui couronnait de facto, presque exclusivement, des hommes. Eh bien voilà, donc la même chose s'est produite dans la bande dessinée, un carteron de femmes, pour la plupart dessinatrices, ont décidé à un moment donné que ça suffisait et qu'il fallait aussi pouvoir récompenser les talents féminins et ont créé le prix Artemisia. Et il s'appelle comme ça, ce prix, en référence à Artémis, la déesse, mais surtout à l'artiste caravagesque Artemisia Gentileschi, dont vous voyez ici un autoportrait. Artiste de la Renaissance italienne, qui a vécu donc principalement dans la première moitié du XVIIe siècle, la Renaissance tardive, et qui est l'une des premières femmes à s'être fait un nom dans le monde des beaux-arts, dans le monde de la peinture. Alors, je vais vous présenter les 7 lauréates de ce prix. À ce jour, donc quelles sont les dessinatrices qui ont été primées depuis que le prix existe? La première, c'était Johanna Skipper, dite Johanna, c'est son nom de plume, quelquefois elle a utilisé un autre pseudonyme, Nina, et elle a été primée pour ce livre qui s'appelle Nos âmes sauvages, où elle relate un voyage en Amérique du Sud. Elle est allée là-bas, dans les tribus indiennes, à la rencontre des chamans. Elle s'intéresse de très près à tout ce qui concerne les peuples dits premiers ou primitifs, et en particulier au phénomène du chamanisme. Elle-même dessine aussi beaucoup ses rêves en bande dessinée. Il existe un blog sur Internet qui s'appelle L'œil livre, avec un tiret entre les deux, où vous pouvez voir ce travail qu'elle fait. Et donc c'est effectivement une dessinatrice intéressante qui n'a pas pour le moment la notoriété qu'elle mériterait. La deuxième année, le prix Artemisia a été remis à ce livre, Esthétique et filature, qui a été fait en collaboration par 2 femmes, Lisa Mandel comme scénariste, mais elle est aussi dessinatrice par ailleurs, et ici elle travaille avec la dessinatrice Tanks. Alors là, c'est un recueil d'histoires courtes. Puis, il y a eu Laureline Mathieussy pour le premier volume de L'île au poulailler, un diptyque qui a été complété, comme vous le voyez, par un 2e tome depuis, une histoire de pirate, mais une histoire de pirate assez atypique, puisqu'elle met au premier plan une femme pirate qui ne le cède en rien en ce qui concerne son allant guerrier et son tempérament entreprenant, y compris sur le plan sexuel, aux hommes qu'elle côtoie. Il y a eu ensuite une dessinatrice autrichienne, Uli Lust, avec cet album, Trop n'est pas assez, qui relate un épisode de sa jeunesse. Elle était punk à l'époque, jeune punkette, et elle était partie avec une copine, sans papier, sans un sou en poche. Elle avait quitté l'Autriche pour aller faire un voyage en Italie qui a duré quelques mois, où elles sont allées de galère en galère, où elles ont vécu des épisodes assez difficiles, assez glauques, et elle relate tout ça. Donc c'est une espèce de road movie au féminin, sans aucune complaisance, et qui nous tient véritablement en haleine. Là aussi, on s'inscrit évidemment donc dans le genre autobiographique au sens large. Il y a eu ensuite
Mambo de Claire Brault, qui est plus difficile à résumer parce qu'on est là dans une espèce d'univers, disons, onirique, très, très personnel. Cette dessinatrice, pour l'instant, elle a participé à la collection BD Jazz chez Nocturne, que certains connaissent peut-être, mais en dehors de ça, elle est essentiellement, pour le moment, l'auteur de ce seul livre. Et puis, donc, c'est un vétéran, je ne sais pas comment on dit vétéran au féminin, s'il existe un féminin de vétéran, vétérante, vétérane, ça ne se dit pas. Hein. C'est donc Jeanne Puchol qui a été couronnée pour ce livre, alors qu'il ne ressemble pas à une bande dessinée, hein, quand on regarde la maquette de couverture, mais qui en est une, cependant. Ça a été publié chez un tout petit éditeur, les éditions Tirésias, et Sharon Boukadir revient sur les événements de la guerre d'Algérie, de la fin de la guerre d'Algérie, qui coïncide avec l'enfance de l'auteur, et parle aussi plus spécifiquement du massacre du métro Sharon, donc en 1962. Très très beau livre sur le plan à la fois esthétique, narratif, politique. C'est vraiment une œuvre tout à fait remarquable. Et enfin, le prix de cette année, vous ne l'ignorez pas puisque les planches sont exposées ici même et que la dessinatrice était dans ces murs il y a peu. C'était le livre de Cattel, Ainsi soit Benoît de Groux. Donc voilà le palmarès du prix Artemisia à ce jour, et c'est un prix qui est en train petit à petit de s'affirmer, de conquérir sa place dans le monde de la bande dessinée. On voit que les éditeurs, les attachés de presse, les journalistes y deviennent très attentifs et attendent désormais le nouveau lauréat, la nouvelle lauréate chaque année. Je crois que ce qui tient à cœur du jury du prix Artemisia, et ce qui me tenait à cœur à moi comme éditeur quand j'avais lancé cette collection très féminin, c'était d'essayer de défendre et de valoriser la richesse de l'imaginaire féminin dans sa diversité. Montrer que la bande dessinée de femmes n'existe pas au singulier, qu'il y a des bandes dessinées de femmes comme il y a des bandes dessinées très différentes créées par les hommes. Et donc tout ce qui serait réducteur, tout ce qui aurait tendance à donner une certaine idée ou une certaine image de ce que peut être la création au féminin, on s'en méfie énormément parce qu'on ne veut pas, par rapport à une bande dessinée qui a encore besoin de s'affirmer, justement, essayer d'emblée de lui coller précocement des étiquettes. Et je pense que ce qui est important, c'est de montrer cette richesse, cette diversité de l'imaginaire féminin. Néanmoins, il faut bien remarquer qu'il y a quelques genres dans lesquels les femmes sont plus particulièrement nombreuses à s'illustrer. Et donc, je vais en parler un petit peu. Et le premier, ce serait celui de la bande dessinée que l'on appelle désormais la bande dessinée girly. C'est Bridget Jones, l'héroïne de la romancière Helen Fielding, qui, depuis le milieu des années 90, sert un petit peu de prototype pour toute une littérature féminine qui, sous couvert de peindre la vie quotidienne de jeunes femmes d'aujourd'hui, alors qu'ils sont souvent des jeunes femmes actives, célibatantes, hein, comme on dit, mais qui s'efforcent d'avoir une vie sentimentale libre, tout en entretenant beaucoup de frustration, etc. Donc, sous couvert de raconter tout ça, produit une fiction qui, quand même, il faut bien le dire, charrie tous les clichés des magazines féminins et des sitcoms télévisés. Alors, c'est une mode qui a beaucoup envahi la scène littéraire et que l'on appelle aussi quelquefois la chick lit, d'une expression assez péjorative pour le coup, la littérature de poulettes, hein, si on traduit ça littéralement. Et cette mode tend à envahir la bande dessinée depuis quelques années. Nombre de jeunes dessinatrices publient désormais des chroniques plus ou moins autobiographiques entre futilité, narcissisme et autodérision. Donc là, à l'écran, on a une page de Pénélope Bagieux qui est la plus visible, la plus connue à ce jour, avec Margot Motin, les têtes d'affiche de la bande dessinée dite girly. Il faut en effet noter que le phénomène de l'expression du moi en bande dessinée s'est considérablement amplifié depuis quelques années avec la vogue des blogs sur Internet, les weblogs, en abrégé blog. Il y aurait actuellement en France plus de 15 000 blogs de dessinateurs. Et le blog est devenu pour beaucoup la forme contemporaine du journal intime.
Donc on a beaucoup de dessinateurs qui racontent jour après jour leur quotidien. Ils font une page sur le dernier bon mot de leur enfant ou la dernière anecdote qui leur est arrivée quand où elles sont sorties faire leurs courses, etc. C'est dessiné, scanné, mis en ligne immédiatement. Tout le monde peut le lire dans la journée même, hein. Et en cela, évidemment, le blog se différencie considérablement du journal intime traditionnel, puisqu'il y a l'immédiateté de la diffusion, alors qu'un journal intime, d'abord, n'est pas toujours voué à être publié, et quand il est publié, c'est souvent bien des années plus tard. Et il y a ensuite l'interactivité, puisque Internet permet aux internautes de faire part de leurs commentaires et d'interagir donc avec l'auteur, de lui répondre. Or, le blog BD le plus visité était, il y a quelques années, celui de Pénélope Bagieux, justement. Son blog s'intitulait « Ma vie est tout à fait passionnante ». Avec plusieurs dizaines de milliers de connexions quotidiennes, ce qui est absolument considérable. Pénélope Bagieux est d'ailleurs l'une des rares blogueuses à avoir réussi à vivre uniquement de son blog, puisqu'évidemment, quand vous avez une telle fréquentation, vous pouvez louer des espaces publicitaires, ça devient intéressant hein, d'avoir une visibilité sur un blog qui est aussi fréquenté, et donc elle gagnait très bien sa vie, rien qu'en tenant son blog. Maintenant, elle est passée à des ouvrages de librairie, notamment la série Joséphine, dont est tirée la planche que vous voyez là. Derrière elle, il y a beaucoup d'autres blogs de jeunes femmes. Donc, on pourra citer notamment celui de Lisa Mandel, dont j'ai déjà mentionné le nom, qui s'intitule « Libre comme un poney sauvage », celui de Margot Motin, Ma Life, celui de Laurel, dans un style un peu différent, un style plus traditionnel, disons le style Spirou, hein, son blog s'appelle « Un crayon dans le cœur », celui de Gali, le blog d'une grosse, celui de Caët, « La honte et la frime en même temps ». Et voilà, je pourrais continuer à les énumérer, mais tous ces blogs ont par la suite donné lieu à des éditions de librairie. Donc il existe désormais un public pour ça, c'est devenu un segment de la production de bande dessinée et il y a même des éditeurs qui ont créé des collections plus ou moins dédiées. Bon, évidemment, il faudrait établir toutes sortes de nuances entre elles, mais de façon générale, je dirais quand même que la plupart des blogueuses parlent essentiellement de leur vie de tous les jours, de leurs petits soucis avec leurs flirts, leurs amants, leurs enfants, leurs voisins, leurs bonnes copines ou moins bonnes, leurs kilos en trop. Et voilà, c'est Pénélope Bagieux qui a donné le ton, et même son dessin fait des émules, puisque beaucoup de dessinatrices aujourd'hui se mettent à copier ce style, à dessiner exactement comme elle, même si on peut penser que Margot Motin, qu'on a vu juste avant, est peut-être intrinsèquement une meilleure dessinatrice qu'elle. De toute façon, toute question de talent mise à part, ce que nous regrettions au sein du jury Artemisia, puisque j'en ai fait partie aussi jusqu'à une date très récente, c'est que dans ces blogs, la femme soit cantonnée systématiquement dans la sphère domestique. Ce qui s'explique en partie par le fait, évidemment, que le quotidien des dessinatrices elles-mêmes, hein, les dessinatrices, elles travaillent chez elles, elles ne vont pas au bureau, donc elles se confrontent assez peu finalement au monde extérieur, elles vivent un peu en vase clos au sein de cet univers domestique. Mais non seulement la femme est cantonnée dans la sphère domestique, mais elle est souvent ramenée à celle de la futilité. Alors, on a été assez nombreux à dénoncer depuis des années, dans des articles notamment, et j'en ai publié quelques-uns, mais je n'étais pas le seul, l'omniprésence dans la bande dessinée de grande consommation, et bien sûr aussi dans l'univers du jeu vidéo et ailleurs, du stéréotype de la femme au gros sein, armée d'une épée ou d'une arme de gros calibre, vêtue de manière outrageusement sexy, hein, Lara Croft en étant un petit peu le personnage le plus emblématique, mais il y en a 13 à la douzaine. Bon, est-ce qu'il faut que les femmes répliquent à cette imagerie caricaturale par une autre caricature, même si celle-ci est proposée cum grano salis, hein, avec un petit grain de sel, avec une petite dose d'autodérision? Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur service à rendre à la cause féminine. On pourra peut-être en discuter tout à l'heure, si vous le voulez. En tout cas, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a une autre dessinatrice qui va tout à fait dans le même sens, c'est Hélène Brûler, qui a été longtemps la compagne de Zepp, le dessinateur de Titeuf, hein, mais qui, voilà, ils se sont séparés récemment. Ça, c'est la rubrique People, je referme immédiatement. Et donc, Hélène Brûler, dans ses albums, fait rire de femmes qui sont moitié hystériques, moitié décervelées, hein, et dont les préoccupations sont obstinément nombrilistes. Je ne sais pas non plus dans quel camp il faudrait ranger la série à succès Les Blondes,
je me suis refusé de scanner une image des blondes qui, en dépit de sa misogynie épaisse, est quand même coécrite par une femme. Bon. Voilà. Alors, il faut signaler que certains albums apparentés au girly, puisqu'on l'appelle ainsi, ont abordé des thèmes plus spécifiques et quelquefois avec une sensibilité intéressante. Je pense notamment à Corps de rêve de Capucine, qui est un album qui date de 2004, qui parlait de sa grossesse, ou encore de Mon gras et moi de Gali, qui concerne l'embonpoint et les kilos en trop, la lutte désespérée et acharnée contre la cellulite. Voilà, alors deuxième genre, au-delà de la bande dessinée girly, qui en est une sous-catégorie, le deuxième genre qu'il faut mentionner, c'est donc, j'y reviens, l'autobiographie en tant que telle, au sens large, tout ce qui relève de l'intime, de l'écriture du moi en bande dessinée. C'est sans doute le seul genre aujourd'hui dans la BD où les femmes font quasiment jeu égal avec les hommes, puisque quand on pense autobiographie en bande dessinée, on pense notamment tout de suite à Marjane Satrapi, Julie Doucet, Debbie Drechsler, Alison Bechdel, Dominique Goblet, pour n'en citer que quelques-unes, qui sont des dessinatrices qui ont créé quelques-uns des fleurons incontestés de ce genre. Et voilà donc côte à côte les livres les plus connus d'Alison Bechdel, qui est américaine, et de Dominique Goblet, qui est belge, Faire semblant, c'est mentir, et Fun Home. J'y reviendrai. Alors l'autobiographie, c'est un genre qui est assez littéraire par essence, puisque souvent il y a le recours à la voix surplombante de la narratrice sous la forme de pavés de texte, de récitatifs comme on les appelle, et qui installe une distance entre le moment où les faits se sont déroulés et le moment de leur remémoration. C'est aussi un domaine où la singularité des bandes dessinées de femmes est peut-être le plus marquée, dans la mesure où on constate que nombre de dessinatrices qui développent un propos autobiographique ancrent ce propos dans le rapport au corps, aux fonctions biologiques, à la maladie, à la sexualité, et ce sont des sujets que leurs confrères masculins sont beaucoup moins nombreux à aborder. Et là, petite pause, je vais faire un bref rappel de ce qui s'est produit sur la scène littéraire. C'est au milieu des années 70 qu'en France, les femmes ont pénétré le milieu éditorial et le monde des revues de façon véritablement très massive. C'est alors qu'on a assisté notamment à l'apparition des éditions des femmes créées en 1974 par Antoinette Fouque, qui vient juste de nous quitter, et chez à peu près tous les grands éditeurs de l'époque, de collections consacrées à la production littéraire féminine, voire féministe. Dans la droite ligne des revendications de l'époque, quelques écrivaines, comme elles demandaient alors à être appelées, ont défendu l'idée d'une littérature de la spécificité. Il y a une universitaire qui consacre toute sa recherche à l'étude de la bande dessinée, de la littérature féminine, c'est Audrey Lasserre. Donc je lui emprunte quelques données ici. Elle rappelle que dans un essai fondateur, Paroles de femmes, Annie Leclerc énonçait en 1974 les lignes programmatiques de cette écriture féminine. Face à des siècles de phallocentrisme, je cite, la motivation première d'Hélène Cixous, de Chantal Chawaf, de Jeanne Ivrard, de Marie Cardinal et de quelques autres, fut de promouvoir la littérature de femmes au sein de l'institution et d'affirmer, en les inscrivant au sein même du texte littéraire, les valeurs dites féminines telles que la maternité ou la sexualité féminine, bien entendu. Bon. Il s'agissait d'inventer ou de réinventer une nouvelle langue propre aux femmes, passant par l'inscription textuelle du corps féminin. Fin de citation. Et puis, un autre auteur qui a beaucoup compté à l'époque, qui était Luce Irigaray, avec notamment ce livre également de 1974, année décisive, donc, livre qui s'appelait Spéculum de l'autre femme. Elle écrivait qu'il existait une expérience différente de la corporéité, qui entraînait une catégorisation différente de l'espace, du temps et des valeurs. De la même façon, Hélène Cixous, elle écrivait qu'il s'agissait de faire advenir le corps féminin dans l'écriture contre la forclusion à laquelle l'avait contraint la société patriarcale. Donc vous voyez, les discours allaient tous dans le même sens à cette époque-là. Et comme l'observe Audrey Lasserre, la notion d'écriture féminine a commencé à apparaître datée dès le milieu des années 80, une décennie plus tard. Cependant, quand on lit les œuvres des femmes
écrivaines d'aujourd'hui, des femmes contemporaines, on constate toujours cette omniprésence du corps. Et en réalité, selon Audrey Lasserre, le mouvement serait un peu bipolaire. Les femmes de la génération plus ancienne, comme Annie Ernaux, Geneviève Brisac ou Nancy Houston, par exemple, témoignent volontiers dans leur œuvre des expériences qui ont jalonné leur vie de femme, avortement, contraception, maternité, sexualité. Tandis qu'une autre génération née après 1960, comme Marie Nimier, Marie Darrieussecq, Catherine Cusset, Christine Angot, Anne Garetta, Virginie Despentes, reprend ces thèmes, mais en les détournant, en leur apportant un nouvel éclairage, notamment celui du commerce du corps des femmes et de leur image, ou encore des relations de domination inhérentes aux rapports sociaux entre les sexes. Donc voilà ce petit détour par ce qui s'est passé sur la scène littéraire et ce qu'on peut en dire en quelques mots. Je reviens à la bande dessinée. Dans la bande dessinée, on fait habituellement remonter l'émergence du genre autobiographique au travail de dessinateurs américains qui étaient apparentés au mouvement appelé l'underground dans les années 1970, au début des années 70, 3 noms en particulier, Justin Green et les 2 autres beaucoup plus connus, Robert Crumb et Art Spiegelman. Mais on oublie le plus souvent de préciser que dès le début des années 70, l'underground avait son versant féminin et même féministe, avec des comics collectifs au titre explicite, tels que Women's Comics, Twisted Sisters, Wet Satin ou encore Tits and Clits. Et vous avez ici une image tirée de Women's Comics numéro 1, 1972, où toute l'équipe qui participait à ce comic book s'est représentée, c'est-à-dire que chaque femme s'est dessinée elle-même. Hein, c'est donc un dessin collectif, élaboré collectivement. Et alors, quand on regarde les noms, il y en a quelques-uns dont on ne sait plus vraiment qui c'est aujourd'hui, d'autres sont restés connus. Vous voyez Trina, c'est Trina Robbins que j'ai mentionné tout à l'heure, Her Storian. Aline Kominsky, je vais en reparler, elle est devenue Madame Robert Crumb. Laura Fontaine est devenue Madame Gilbert Shelton, autre dessinateur très connu. Elle est agent d'auteur très important entre l'Angleterre, les États-Unis et la France. Bon. Certaines de ces dessinatrices, et notamment Aline Kominsky, donc devenue Aline Kominsky Crumb, ont publié d'emblée des récits autobiographiques. Leur œuvre s'est d'emblée affirmée comme à caractère autobiographique. D'autres se sont projetés dans un double fictionnel. Par exemple, Diane Noomin a créé le personnage de Didi Glitz, cette femme avec son casque blond, ici dans une parodie de Boucle d'or et les 3 ours. Un personnage créé en 1973 et qui est l'alter ego de Diane Noomin elle-même et qu'elle a promené donc dans toute une série de récits. Alors, Aline Kominsky Crumb ne se revendique pas comme féministe. Je pense qu'il serait impossible d'être la femme de Crumb en étant féministe, étant donné la misogynie notoire de Robert Crumb. Bon. Mais elle aborde sans détour sa sexualité et d'autres sujets peut-être tout aussi tabous ou en tout cas difficiles, tels que par exemple sa dépendance à l'alcool, la relation détestable qu'elle a entretenue à ses parents, l'échec de son premier mariage avant qu'elle n'épouse Crumb en seconde noces. Vous voyez ici la couverture du comic qu'elle avait créé avec Diane Noomin, Twisted Sisters, sur laquelle Aline Kominsky se représente elle-même dans une situation qui est rien moins que glamour ou sexy. Hein, et d'une façon générale, Crumb dit qu'il faut mettre ça au compte de l'humour juif, que c'est typique de l'humour juif, que ce phénomène de l'autodépréciation, l'autodérision, donc Aline Kominsky, qui est une très belle femme dans la réalité, se représente comme une femme au physique assez adipeux, avec un gros nez, plus ou moins crochu, et elle se fait appeler The Bunch, qui est un surnom assez ridicule. Et alors, elle n'y va pas de main morte en ce qui concerne la représentation de sa vie sexuelle. Là, c'est une photo, ce n'est pas un scan, mais je suppose que vous voyez bien. Donc, le Bunch joue avec elle-même, joue avec son propre corps. Alors, ça consiste à écraser des points noirs, hein, par exemple, mais vous voyez, elle se met aussi un doigt entre les fesses, qu'elle porte ensuite à ses narines. Et puis ensuite, elle se masturbe, cuisses largement écartées, en gros plan, face lecteur. Hein.
Et voilà, et elle dit à la fin, mon corps est une source inépuisable de satisfaction en tout genre. Hein. Bon, alors il y a beaucoup de scènes comme ça dans les pages qu'elle a signées à l'époque. On la voit aussi se masturber avec des légumes de toutes sortes. Enfin bon, c'est très cru, c'est très provoquant. Il est curieux que l'histoire officielle de l'underground en bande dessinée ait complètement occulté cet aspect peut-être trop dérangeant hein, de ce que produisaient les femmes à l'intérieur de ce mouvement. Elle n'est pas la seule, et d'ailleurs il y a une longue traîne de l'underground, puisque au cours des années 80 et 90, il y a des dessinatrices qu'on pourrait appeler des filles tardives de l'underground, qui ont poursuivi dans cette même veine, par exemple Dori Seda, qui est morte d'une overdose, qui est la créatrice des Lonely Nights Comics, hein, les bandes dessinées de ces nuits solitaires, mais pas si solitaires que ça, comme vous pouvez le voir. Et on pourrait également mentionner la Canadienne Julie Doucet, créatrice du comic book Dirty Plot. Plot est un mot d'argot québécois qui désigne le sexe féminin. Donc Dirty Plot, si on devait le traduire en français, le titre le plus exact serait « sale con », dans ce sens-là. Et c'est un titre qui était volontairement très provoquant. Alors dans Dirty Plot, on y voit par exemple le récit de sa défloration, ici, voilà, la perte de sa virginité avec un espèce de junkie de passage qu'elle n'a jamais revu. Bon, pas un épisode particulièrement glorieux, mais qu'elle s'emploie à relater. Et puis des rêves, et des rêves très très étonnants, par exemple celui-ci où elle se transforme en une espèce d'incroyable Hulk, hein, de monstre géant qui parcourt les rues et qui en plus ne peut plus endiguer un flot menstruel tellement abondant qu'il menace de provoquer un véritable tsunami. Hein, bon, donc voilà le genre de choses que Julie Doucet se plaisait à dessiner dans les années 80 et qui ont fait d'elle immédiatement un auteur culte et une référence pour beaucoup de jeunes dessinateurs et de jeunes dessinatrices. Et puis il y aurait un autre nom intéressant, c'est celui de Phoebe Gloeckner, qui elle aussi s'est créé un alter ego, Minnie Guts, qu'elle dépeint comme une femme obsédée par le sexe. Alors, elle a publié un livre qui s'appelle, vous le voyez à l'écran, A Child's Life and Other Stories, en 1998, livre qui a été interdit à l'importation en Angleterre et en France parce que certaines histoires étaient réputées contenir des scènes de pornographie infantile. Bon. En réalité, il s'agissait d'histoires à caractère autobiographique dans lesquelles elle racontait son initiation sexuelle par l'amant de sa mère. Et ensuite, sa découverte de l'amour entre filles, sa découverte de la drogue et autres sujets du même acabit. Toute cette confession s'appuyant sur les journaux intimes qu'elle avait tenus adolescente et qu'elle a donc repris et dont elle a tiré la matière de ce livre. En 2002, son livre suivant, The Diary of a Teenage Girl, dont je tire cette image où on la voit très jeune en train de lire Lolita de Nabokov, hein, n'est plus une bande dessinée, mais plutôt un texte ponctué d'illustrations et revient sur les mêmes épisodes. On peut aussi citer Debbie Drechsler, qui en 1996, dans Daddy's Girl, a évoqué l'inceste qui a été perpétré sur elle de façon répétée par son père. Et elle en parle avec beaucoup de sensibilité, mais en même temps d'une façon très, très directe aussi. Donc vous voyez, à travers ces quelques exemples, je dois me limiter là, bien sûr, que la réflexion sur la place du corps et de l'expérience sexuelle dans ces bandes dessinées autobiographiques de femmes est très très présente. On n'a pas l'équivalent dans les bandes dessinées autobiographiques faites par les hommes. Elle ne peut certainement pas être détachée du contexte plus général d'une culture qui est devenue exhibitionniste, où l'impudeur, la transgression, la provocation sont pour ainsi dire érigées en normes, qui est notre culture d'aujourd'hui. On sait tous que les images de violence, de mort, de pornographie souvent extrêmes sont devenues très fréquentes même dans l'art contemporain. Hein, y compris à travers certaines performances qui mettent directement en jeu quelquefois le corps de l'artiste. Hein. Incontestablement, on est dans une période où la création artistique connaît à cet égard une sorte de surenchère. Enfin, on va dire que ça a commencé à la fin des années 60, mais ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui, et les femmes artistes ne sont pas en reste.
Du côté de la création francophone, voilà Debbie Drechsler. Je ne me rappelais pas que j'avais une image d'elle. Vous voyez son père ici qui vient de se soulager dans sa bouche et qui lui dit bonsoir. Et tout ça se passe dans la chambre qu'elle partage avec sa sœur. Donc, dans le monde de la création et de l'édition francophone, on ne peut pas passer sous silence Aurélia Orita, une auteure d'origine sino-cambodgienne, qui, elle aussi, a fait sensation et un peu scandale, avec 2 volumes publiés en 2006 et 2007 sous le titre « Fraises et chocolat ». C'est une véritable ode à l'amour et singulièrement au désir et à la passion charnelle, une œuvre complètement désinhibée dans laquelle la jeune dessinatrice met en récit et en images ses pratiques sexuelles, ses fantasmes, ses orgasmes, revendiquant pour elle-même le statut d'exploratrice du sexe. Voilà. Cela dit, ce n'est quand même pas le seul sujet dont se sont emparées les femmes au sein du genre autobiographique. Elles abordent d'autres thèmes également, et notamment un thème qui me semble important, c'est celui de la filiation, du rapport aux parents. Je m'aperçois que je suis plus long que prévu, mais rassurez-vous, je pense que dans 10 petites minutes, on sera au bout. Voilà, on retrouve Johanna ici, la première lauréate du prix Artemisia, avec un autre de ses albums, Né quelque part, où elle raconte son retour à Taïwan, le pays où elle était née, et qu'elle a quitté à l'âge de 3 ans et demi, et elle entreprend ce voyage pour élucider un secret de famille qui est lié à la position que son père occupait là-bas à Taïwan et aux relations qu'il entretenait avec le régime politique de ce pays. On peut citer Carline de Villiers, avec Ma mère était une très belle femme, 2007. Carline de Villiers est née en Afrique du Sud en 1975 et son enfance a été marquée par les conflits entre ses parents, avec en toile de fond la chute du régime de l'apartheid. Et donc le récit commence ici en 2000, à son retour en Afrique du Sud, pays qu'elle avait quitté. Elle revient en Afrique du Sud 13 ans après le décès de sa mère, morte d'un cancer à l'âge de 39 ans, pour revenir là aussi sur les traces de son histoire familiale et pour faire un portrait de sa mère de façon plus particulière, plus spécifique. Dominique Goblet, j'ai montré la couverture de son album Faire semblant c'est mentir, qui date de 2007. Eh bien, elle y évoque notamment la maltraitance dont elle a été victime dans son enfance de la part de sa mère. Sa mère, pour la punir, quand elle était un peu trop turbulente, avait coutume d'aller l'attacher aux poutres du grenier et de la laisser comme ça, dans une position assez christique, les bras en croix, pendant des heures, sans pouvoir boire ni manger. Elle était en pleurs, elle criait, et son père a fait mine de ne jamais rien voir. Il a toujours été dans le déni par rapport à tout ça. Donc là encore, le thème de la filiation, du rapport aux parents, est évoqué d'une façon assez forte. Et puis, dans Fun Home d'Alison Bechdel, dont je vous ai également montré la couverture, Alison interroge à la fois son homosexualité, la découverte de son homosexualité quand elle est arrivée à l'adolescence, et la découverte de l'homosexualité de son père, puisque son père avait une double vie. Tout en étant marié et père de famille, il entretenait des relations homosexuelles avec le jeune jardinier et d'autres garçons de l'entourage. Et donc, elle a découvert son homosexualité au prisme de celle de son père. Cette double révélation a été quasiment concomitante, et en même temps, son père, à ce moment-là, est mort, et sans qu'elle puisse démêler s'il s'agissait d'un suicide ou d'une mort accidentelle. Et donc, c'est tout ça dont il est question dans Fun Home, qui est un album tout à fait remarquable. Tout récemment, elle a publié un autre livre qui s'intitule « C'est toi ma maman », qui est une radiographie de ses relations avec sa mère, cette fois, une mère, disons, peu affective. Voilà. Un dernier thème où les femmes s'illustrent de façon assez massive, c'est celui de la biographie d'autres femmes. La biographie genrée, si on veut l'appeler ainsi, on parle beaucoup de la théorie du genre en ce moment, ou le biopic, si vous préférez, de grandes femmes ayant marqué l'histoire. Alors par exemple, Catel, donc, avant de faire ce livre sur Benoît de Groux, en a fait 2 autres sur Olympe de Gouges et sur Kiki de Montparnasse. Jeanne Puchol a fait un Jeanne d'Arc.
Chantal Mentelier a fait Christine Brisset, alors une femme peu connue qui était une espèce d'abbé Pierre au féminin qui, au lendemain de la guerre, s'est occupée des sans-logis à Angers et qui a été une militante absolument exemplaire dans ce domaine. Donc elle en a fait une biographie en bande dessinée qui s'appelle L'Insoumise. Elle a fait une biographie de Marie Curie et elle a fait aussi un album sur Camille Claudel, dont j'extrais cette planche où Camille se trouve aux prises avec Rodin, qui est présenté comme une espèce d'ogre faunesque. Hein. Voilà, c'est une scène de rêve ici en l'occurrence. Hein. Donc, il existe par ailleurs une collection en bande dessinée que je mentionne en passant, Grand Destin de femmes, où il y a eu ces dernières années des livres sur Coco Chanel, Diane Fossey, Isadora Duncan, Virginia Woolf, mais qui ne sont pas réalisés par des femmes, ceux-là. Hein. Et vous le savez, hein, l'histoire des femmes, c'est un champ au sein des études historiques qui s'est développé en France petit à petit à partir des années 70, qu'on a rebaptisé 10 ans plus tard la gender history, hein, l'histoire des genres. Et dans ce contexte, la biographie apparaît pour les historiens comme un outil pour la revalorisation des parcours féminins occultés, oubliés, minorés à travers l'histoire. Bien, la bande dessinée là, montre qu'elle n'est pas en reste et que donc les dessinatrices aussi ont à cœur de pratiquer une forme de militantisme finalement, hein, en éclairant des parcours féminins exemplaires ou tragiques comme celui de Camille Claudel. On discute beaucoup en ce moment de l'entrée de nouvelles femmes au Panthéon où elles sont très peu nombreuses, hein, 2 pour je crois 70 hommes, sauf erreur de ma part. Eh bien voilà, c'est une forme de panthéonisation, donc aussi, hein, que de leur consacrer ces ouvrages à caractère biographique. Alors il y a d'ailleurs dans le livre de Cattel sur Benoît de Groux, il y a une discussion assez savoureuse. Benoît de Groux, dans l'ensemble, considère la bande dessinée comme un art mineur, hein, par rapport à la littérature. C'est ce qu'elle dit sur la couverture du livre. D'ailleurs, j'aime pas la bande dessinée. Bon. Et donc, à un moment donné, elle demande, Benoît de Groux à Cattel, et vous dites comment en bande dessinée auteur au féminin? Et Cattel lui répond, Florence Sestac avait proposé autruche. Voilà. Donc, voilà, évidemment, je ne peux pas parler plus longtemps et je sais pertinemment qu'il y a beaucoup d'oubliés dans ce survol. Donc, comme ça, en vrac, je vais juste citer au vol quelques noms de dessinatrices que je trouve tout à fait intéressantes. Aude Picot, Anouk Ricard, Gabrielle Piquet, Aude Samama, Anne Simon, Johanna Elgren, Gabriella Giandelli, Annelie Furmark. Voilà, pour me limiter à quelques-unes, il y a aussi des scénaristes, Marguerite Abouet, Anne Baraou. Évidemment, je n'ai pas pu parler de tout le monde, le temps étant limité. Mais pour terminer, je voudrais juste montrer que cet essor de la bande dessinée féminine n'est pas uniquement le fait de jeunes femmes, donc de femmes de la génération de Cattel, par exemple, et qu'il y a aussi des œuvres qui se sont imposées ces dernières années au premier plan, qui sont des œuvres de la maturité, faites par des femmes, qui sont véritablement en fin de carrière. Et je pense notamment à Myriam Katine, qui a publié en 2006 « Seule contre tous ». Vous voyez le sous-titre « Une mère et son enfant, otages du terrible destin de la Hongrie ». Donc c'est un album à caractère autobiographique. Eh bien, elle a publié cette bande dessinée à l'âge de 63 ans, Myriam Katine, et c'est sa première bande dessinée. Donc voilà une femme qui, sur le tard, décide de s'exprimer, de raconter sa vie et qui choisit le média bande dessinée plutôt que d'écrire un livre comme beaucoup d'autres l'auraient fait. On peut citer Joyce Farmer, le livre est sur la table là, vers la sortie. C'est un livre qui est paru en 2011 en français. La version américaine originale Special Exits date de 2010 et elle avait 62 ans. Et bon, c'est quelqu'un qui avait publié des bandes dessinées dès les années 70, mais que des histoires courtes, rien de mémorable. Et là, elle a passé 10 ans à réaliser son grand œuvre, qui est l'histoire de la fin de vie de ses parents, de son père et de sa belle-mère. Et voilà, où elle parle de la déchéance physique, mentale, de la dépendance, de la difficulté qu'il y a à s'occuper au quotidien de ses parents quand ils en sont à ce stade-là.
Donc c'est un sujet fort qu'elle traite avec beaucoup de sensibilité et c'est vraiment une œuvre de fin de vie là aussi. On a une dessinatrice qui, sur le tard, révèle tout son potentiel. Et pour finir, je citerai Lost Girls de Melinda Gebbie. Melinda Gebbie, dessinatrice anglaise, qui elle aussi avait débuté dans les années 70, mais qui avait eu une carrière totalement obscure, qui est devenue la femme du scénariste à succès Alan Moore, l'auteur de Watchmen, entre autres, et qui, avec son mari, donc, a consacré elle aussi 10 ans à publier une bande dessinée qui s'appelle Lost Girls, qui se veut une bande dessinée érotique et même pornographique, ce sont les auteurs qui revendiquent ce terme, dans lesquelles les 3 héroïnes sont Wendy, la compagne de Peter Pan, Dorothy, la petite fille qui allait visiter le pays du magicien d'Oz, hein, et Alice de Lewis Carroll. Et donc ces 3 petites filles de la littérature sont ici devenues des jeunes femmes. Elles se retrouvent dans un hôtel à Vienne à la veille de la Première Guerre mondiale et elles vont y vivre un certain nombre d'aventures à caractère érotique. Melinda Gebbie, voilà une page tirée de l'album, mais ce qui est très frappant dans l'album, c'est que c'est une traversée de toutes sortes de styles et de techniques graphiques et que d'une séquence à l'autre, donc la dessinatrice se rend quasiment méconnaissable en utilisant toute une palette de styles et de références à des artistes, peintres ou illustrateurs qu'elle apprécie. Donc là aussi, c'est une œuvre vraiment tardive. Melinda Gebbie est une dame âgée hein, qui a produit son grand œuvre véritablement donc, sur le tard. Et je trouve ça intéressant de voir que s'il y a beaucoup de jeunes talents, de jeunes femmes qui aujourd'hui accèdent à la création en bande dessinée, il y a aussi des femmes d'autres générations qui choisissent hein, de s'exprimer à travers ce média et qui le font avec un talent qui force l'admiration. Je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, si vous voulez, je peux répondre à vos questions. On va remettre un peu de lumière, je suppose. Oui, madame. Je voudrais dire que ceux qui ont pensé que la bande dessinée qui est destinée aux enfants devront réviser leur jugement. C'est exact. Deuxièmement, quand on voit la richesse de ce que les femmes en minorité quand même ont produit, il faudrait que les messieurs se dépêchent pour les rattraper, pour les dépasser au moins. Oui, enfin, si je devais vous faire une conférence sur l'histoire de la bande dessinée au masculin, 1h30 n'y suffirait pas, hein, parce que ils sont nombreux à avoir produit des œuvres de premier plan et de grand intérêt. Mais, oui, vous avez l'air sceptique parce que vous ne les connaissez pas nécessairement, mais faites-moi confiance. Ça leur fait du bien. Ben, c'est justement... De nous montrer. Oui. Pour leur faire comprendre qu'ils ont du travail encore à faire. Et ça me fait plaisir. Bon, tant mieux. Pas d'autres questions ou réactions à tout ceci? Sur le plan, j'ai une question. La France joue un rôle très important de la bande dessinée dans le monde. Quels pays sont les... Bon, les deux plus grands pays producteurs de bande dessinée dans le monde sont les États-Unis et le Japon, incontestablement. Sur le continent européen, d'autres pays ont une tradition de bande dessinée assez forte, comme l'Italie ou l'Espagne, mais c'est vrai que la France est un petit peu considérée comme la Mecque de la bande dessinée. La plupart des dessinateurs européens ne rêvent que d'une chose, c'est d'être publiés sur le marché français. Le marché français est le plus dynamique. Il y a presque 5000 bandes dessinées qui sont publiées chaque année désormais en langue française, donc c'est un marché énorme, considérable. Où la bande dessinée jouit aussi dans notre pays d'une visibilité et elle a acquis une légitimité culturelle qu'elle n'a pas forcément ailleurs. Donc il y a beaucoup de pays où la bande dessinée est encore considérée, comme vous le disiez madame, comme un divertissement pour les enfants. Et on n'a pas révisé son jugement. En France, on a quand même largement aujourd'hui dépassé ce stade-là
Il existe voilà, un musée de la bande dessinée, je l'ai dirigé pendant 10 ans, il existe quand même des relais dans les médias et dans les bibliothèques et les médiathèques, voilà, des gens qui sont prescripteurs, qui connaissent bien le domaine, qui connaissent bien le sujet. Donc c'est vrai que de ce point de vue, la situation qui prévaut en France est beaucoup plus enviable qu'elle ne l'est dans la plupart des pays voisins. Justement, vous avez parlé de beaucoup d'auteurs européens, par exemple, de femmes suédoises, enfin finlandaises ou suédoises, ou même d'ailleurs. Est-ce qu'elles sont aussi connues et reconnues dans leur pays d'origine? Ben, pas toujours, mais c'est aussi lié au fait que justement il n'existe pas forcément des structures éditoriales aussi développées dans leur pays d'origine que chez nous. Moi, en tant qu'éditeur, j'ai publié pas mal d'auteurs de différents pays d'Europe qui, en fait, n'étaient pas encore connus dans leur propre pays. Et c'est le fait d'avoir été publié en France qui leur a permis, par un effet boomerang, d'être reconnus dans leur pays dans un deuxième temps. Ça vaut, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, ça vaut pour plusieurs auteurs, mais notamment pour... voilà, il y a un album qui est là, qui est celui de Barbara Jellin, une dessinatrice allemande, dont j'ai publié 3 livres. Celui-ci est le plus récent. Elle est en train d'en terminer un autre pour moi. Ce sera le 4e livre qu'on fait ensemble. Quand je l'ai remarqué, elle était encore étudiante aux Beaux-Arts à Hambourg. Je l'ai remarqué dans une exposition de travaux d'étudiants. Et j'ai publié son premier livre. C'était son travail de fin d'études. Son 2e livre, elle a essayé de le placer chez les éditeurs de bande dessinée en Allemagne. Et personne n'en a voulu parce qu'on trouvait que c'était trop difficile par rapport à l'état du marché. Et de toute façon, en Allemagne, il y a peu de créations, beaucoup de traductions. Et donc, il a fallu que ce soit toujours moi qui continue à la soutenir. Et c'est seulement à partir de son 3e livre, celui-ci, qu'elle a trouvé un éditeur allemand. Et donc, ce qui vaut pour elle, vaut pour d'autres auteurs. Je pourrais aligner d'autres cas comme ça. Donc, c'est souvent, en effet, par la France que passe la reconnaissance, la consécration. Mais c'est aussi lié au dynamisme de notre industrie de la bande dessinée, qui ne peut pas être comparée à ce qui se passe ailleurs. Comment décidez-vous de publier telle ou telle personne? Allez-vous à la chasse? Ben, écoutez, je ferai une réponse qui sera la même que celle que n'importe quel éditeur vous ferait, je pense. Ça se passe dans les 2 sens, c'est-à-dire qu'on publie des œuvres qui nous sont envoyées et qu'on n'a pas sollicitées. Donc, moi, je reçois quotidiennement des manuscrits, de plus en plus par Internet. On m'envoie des fichiers. Avant, c'était plus par la poste, mais enfin, peu importe. Hein. Donc, d'auteurs que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, et puis je fais le tri. S'il y a des choses qui m'intéressent vraiment, j'essaye de ne pas les laisser passer parce que je sais très bien que le plus souvent, l'auteur a envoyé en même temps son manuscrit à 15 ou 20 éditeurs différents sur la place. Hein, et que donc, si c'est bien, on va tout de suite entrer en concurrence. Alors là, il faut être très, très réactif. Bon, mais à côté de ça, il y a un travail de prospection. Ce travail de prospection, il se fait justement en allant voir des expositions où on peut repérer des jeunes talents, en regardant les publications amateurs, les fanzines, les anthologies de jeunes dessinateurs, etc., en regardant ce qui se publie à l'étranger qui n'est pas traduit mais qui mériterait éventuellement de l'être, en allant sur Internet voir aussi ce que les jeunes dessinateurs proposent sur leur site. Il y a des plateformes de création collective en ligne. Bon. Donc voilà, c'est en faisant tout ce travail de prospection en permanence qu'on repère aussi des gens intéressants. Oui, j'ai pas fait de critique. Hein. Le fait que les femmes ne s'adressent qu'aux femmes, c'est ça ma critique. Alors voilà, je pense qu'il y a des hommes qui lisent, c'est le shoujo, je sais pas si c'est shoujo. Et n'est-ce pas une initiation, une éducation, si ce sont les hommes qui lisent? C'est pas nécessairement. Si c'est adressé aux femmes, ce n'est pas seulement les femmes qui lisent, c'est aussi les hommes. Donc il n'y a-t-il pas un rôle finalement
d'éducation de la femme. Ben, vous savez, j'ai cité tout à l'heure des femmes écrivains qui revendiquaient une écriture féminine, et plusieurs d'entre elles, je les ai lues. Hein, donc le fait qu'elles revendiquent une écriture féminine ne me gêne pas, moi, en tant que lecteur homme. Donc évidemment, tout le monde a accès à tout. À partir du moment où c'est sur le marché en libre accès, on lit ce qu'on veut. Et la bande dessinée shoujo, elle est censée s'adresser à des jeunes filles, parce qu'avant de paraître en volume, elle est prépubliée dans des magazines, qui sont des magazines pour jeunes filles, avec un rédactionnel qui est très ciblé, des publicités qui sont très ciblées, donc on voit clairement à qui ça s'adresse, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Il y a tout un marketing qui cible le public des jeunes filles. Après, une fois que le livre est publié, et qu'il se trouve sur les étals des librairies ou sur les rayons des bibliothèques, évidemment, n'importe qui peut le lire, et il y a aussi des garçons qui lisent du shoujo. Dans quelle proportion exactement, je ne peux pas vous le dire. Oui. J'avais une autre remarque. Dans ce que vous avez présenté de la littérature des auteurs, beaucoup d'exemples de livres dont vous avez parlé, de BD dont vous avez parlé, sont des BD qui sont un peu durs d'accès, un peu difficiles quand on ne connaît pas trop la bande dessinée. Si on reste sur Blueberry ou Tintin, d'aller sur certains albums, c'est un peu compliqué, il faut avoir une certaine éducation graphique. Et j'ai l'impression, dans ce que vous avez présenté, qu'il y a ou les romans, les BD difficiles à aller chercher, ou les trucs trop caricaturaux, comme les trucs girly, et qu'il n'y a pas encore un entre-deux. L'entre-deux oui. Chez les filles, à part, vous avez juste cité à la fin Haute Picot, qui me semble être peut-être un peu entre les deux, c'est pas trop difficile. Oui, non, il y en a d'autres qui ne sont pas difficiles dans ce que j'ai montré. Mais la distinction, elle passerait plutôt, à mon avis, entre le phénomène de la série et ce que l'on appelle désormais, à tort ou à raison, les romans graphiques, c'est-à-dire les livres qui se suffisent eux-mêmes, qui n'appellent pas de suite. Traditionnellement, l'industrie de la bande dessinée de divertissement, de grande consommation, elle a fonctionné exclusivement sur le phénomène de la série, avec des héros récurrents qui vivent pendant des décennies sempiternellement de nouvelles aventures. Bon, il faut constater que dans ce créneau-là, les femmes sont quasiment totalement absentes, sauf un petit peu dans la bande dessinée jeunesse. Mais c'est vrai que j'ai peu parlé de la bande dessinée jeunesse ici, j'ai parlé davantage de la bande dessinée pour adultes, sachant que je m'adressais à un public d'adultes. Bon, si j'avais dû faire cette conférence devant des enfants, je n'aurais pas montré les mêmes choses, vous vous en doutez. Mais dans la production adulte, effectivement, les femmes ne se sont pas ou peu lancées dans des projets de série et sont plutôt dans de la production d'auteurs avec des albums tels que ceux que j'ai évoqués. C'est un fait. Mais je pense que ça tient aussi en partie au fait que beaucoup de dessinatrices n'ont pas été biberonnées à la bande dessinée comme leurs homologues masculins. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas forcément avalé de la bande dessinée au kilomètre dans leur enfance. Elles n'ont pas forcément été des lectrices fanatiques de Blueberry ou de Tintin. Et donc, elles sont venues à la bande dessinée peut-être par d'autres chemins et plus tard. Et elles ont trouvé que c'était un moyen d'expression qui était à leur portée et qui était intéressant. Mais elles y arrivent moins imprégnées de cette culture bande dessinée et donc moins imprégnées du culte du héros, de la série, du genre, de tout ce qui a fait la bande dessinée masculine au fil du temps. Mais ne pensez-vous pas que justement les jeunes qui ont beaucoup de difficultés à lire sont attirés par des bandes dessinées? Est-ce qu'il n'y a pas en ce moment, la jeunesse préfère-t-elle plutôt les bandes dessinées? Je crois qu'actuellement, la jeunesse préfère tout ce qui est sur un écran. Hein. Elle préfère tout ce qui est sur écran à tout ce qui est imprimé sur du papier, la jeunesse, si vous voulez mon avis. Globalement. Bon, mais ça n'empêche pas qu'on peut essayer de les amener au livre et de leur proposer des choses de qualité, mais globalement, leur fascination va plutôt vers les écrans. Hein. Il est plus facile de lire une bande dessinée, en fin de compte, que de lire un roman. Bah, ça dépend quel roman et quel... Excusez-moi, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Ça dépend quel roman et quelle bande dessinée. Il y a des bandes dessinées...
Tout à l'heure, on nous a dit qu'elles sont difficiles d'accès, les bandes dessinées que vous avez montrées. Certaines bandes dessinées sont en effet difficiles d'accès, sont très sophistiquées dans leur forme, dans leurs propos, et ne sont pas, on ne peut pas y entrer comme ça de plein pied si on n'a pas déjà une certaine habitude de la lecture de bandes dessinées. Alors qu'il y a des romans de gare que vous lisez très facilement dans le train. Bon, donc on ne peut pas formuler la chose dans termes aussi généraux que vous le faites. Parce que quand vous allez dans les grands magasins, par exemple, il y a les ventes des Oui. librairies, bon, les parents viennent souvent en course et les enfants sont assis Ah oui, en mais... train de lire les bandes dessinées. Oui. Ouais, Alors, d'abord, il faut savoir que les livres, il y a plusieurs réseaux de diffusion pour le livre. On trouve des livres dans les relais, dans les gares et les aéroports, on en trouve dans les supermarchés et les hypermarchés, on en trouve dans les librairies généralistes, on en trouve dans les librairies spécialisées, par exemple des librairies de bande dessinée, on en trouve sur Internet à travers les sites que vous connaissez. Bon, et ce ne sont pas les mêmes nécessairement. C'est-à-dire que dans les super et hypermarchés ne rentre qu'un certain type de bande dessinée qui est justement la bande dessinée de série de grande consommation qu'on peut mettre en tête de gondole ou dans le rayon enfant. Aucun des livres que j'ai évoqués là, vous ne le trouverez en super ou hypermarché, mais ils existent cependant. Bon, donc où est-ce qu'on va les trouver? Dans les librairies généralistes ou dans les librairies spécialisées. Mais tout le monde... Et à la médiathèque de Suresnes, évidemment. Voilà. Mais tout le monde ne va pas dans les librairies spécialisées en bande dessinée, tout le monde ne fréquente pas ces librairies-là. Hein. Or, imaginez-vous qu'avec 5000 bandes dessinées qui paraissent par an, même les libraires spécialisés ont du mal à accueillir physiquement toute cette production et à entretenir un minimum de fonds, parce que les murs ne sont pas extensibles et qu'il y a trop de titres qui paraissent, ils sont noyés. Alors, dans une librairie généraliste, où le rayon bande dessinée est généralement plus petit, ils sont encore beaucoup plus sélectifs, et par définition, il y a un tas de choses qui existent que vous ne trouvez pas si vous ne faites pas l'effort de vous tenir au courant, de chercher, de vous faire conseiller, etc. Bon, mais c'est vrai dans les autres secteurs aussi. Hein. C'est pas propre à la bande dessinée, mais c'est notamment vrai pour la bande dessinée. Ouh là là, 3-4 doigts qui se lèvent en même temps. Quel impact a eu sur le festival d'Angoulême sur justement le développement de la bande dessinée en France? Parce qu'il y a 40 ans, mais avant, moi je me souviens, à part ça, il n'y avait pas tellement de bande dessinée, on ne connaissait pas. Ah si, il y a 40 ans. Dans les milieux. Il y a 40 ans, la fin des années 60 et le début des années 70, c'était la grande époque de Pilote. Pilote qui reste le meilleur journal de bande dessinée qui ait jamais existé en France, en tout cas dans cette époque-là. Hein. Donc il y avait une concentration de bande dessinée formidable à cette époque-là qui paraissait. Donc on n'a pas attendu le Festival d'Angoulême. Le Festival d'Angoulême est né dans une période qui était déjà une période faste de la création. Alors certes, il paraissait beaucoup moins de livres qu'aujourd'hui, mais il y avait une génération de talents tout à fait exceptionnels qui s'exprimaient en France à cette époque-là. Il n'a pas eu d'impact sur le développement des bandes dessinées? Sur le développement des bandes dessinées, non. Sur leur médiatisation, oui. Parce que c'est une caisse de résonance médiatique formidable, Angoulême. Pendant 4 jours, l'attention de tous les médias est focalisée sur la bande dessinée. Évidemment, ça ne dure que 4 jours, ce qui permet à certains, après, de se sentir dédouanés pour le reste de l'année et de ne pas trop s'intéresser à ce qui se fait. Mais pendant 4 jours, la bande dessinée, grâce à Angoulême, est sous le feu des projecteurs. Et donc, évidemment, c'est intéressant pour tout le monde d'avoir cette visibilité-là. Hein. Je veux bien vous donner la parole, madame. Il y avait 3 autres mains qui s'étaient levées avant la vôtre. Alors, oui. Il y a juste un détail qui est interpellé dans votre exposé, c'est qu'en fait, vous parliez à un moment donné des Boumelines ou de Rupert, qui sont des œuvres à la base du femmes, et en fait, elles ont été reprises après par des hommes. Ouais. Est-ce qu'elles ont eu davantage de retentissement parce qu'elles étaient dessinées ensuite par des hommes? Non, non, pas du tout. Elles ont eu un retentissement tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est parce que les dessinatrices elles-mêmes ont décidé de passer à autre chose ou de prendre leur retraite et que voilà, c'est un homme qui a pris le relais. D'ailleurs, dans un style absolument fidèle au style de la créatrice, hein, que ce soit Lars Jansson ou Alfred Bestal, c'est quasiment la copie conforme de ce que faisait la dessinatrice qui a créé la.
Alors, pour ce qui est des Moumines, Tove Jansson reste le nom le plus connu et admiré. Pour ce qui est de Rupert, par contre, on a un peu oublié aujourd'hui Mary Turtle parce que voilà, ça commence à dater un petit peu. Hein, donc, le personnage est plus connu que les auteurs de toute façon. Là, oui. Il y avait... Oui. Est-ce qu'en tant qu'auditeur, ça vous arrive, par exemple, entre guillemets, c'est un peu fort, mais de censurer, par exemple, une planche ou un détail, d'avoir une influence sur une œuvre, de dire, ça me plaît, mais est-ce que vous avez des limites? Est-ce qu'il y a des sujets à pas aborder, des détails? Est-ce que vous influencez ce que vous publiez? J'influence ce que je publie dans une certaine mesure, d'abord par le choix de ce que je publie. Donc, en général, quand je prends un projet, je sais déjà à quoi je m'engage, je sais si ça va me plaire ou pas. Je choisis quand même en fonction de ma propre sensibilité et en assumant pleinement ma subjectivité. Il y a des choses qui sont probablement très bien, mais qui ne me correspondent pas, dont je ne vois pas quelle place elles pourraient avoir dans ma collection. Donc je renvoie vers des confrères. Ce que je publie, même si les livres sont très différents les uns des autres, je peux dire que chacun de ces livres, d'une certaine manière, me ressemble. En tout cas, je peux les revendiquer pleinement, je peux m'y reconnaître. Alors, il y a des choses que je ne publie pas parce que, effectivement, ils peuvent heurter ma propre sensibilité. Par exemple, personnellement, la scatologie, c'est quelque chose que je ne supporte pas du tout. J'ai publié une dessinatrice hollandaise, je l'ai citée tout à l'heure, Geri Hondius, dans la collection Très féminin. Dans le livre qu'elle m'a proposé ensuite, la scatologie occupait une place très très importante. Et moi, parce que c'est quelque chose qu'adorent les Hollandais. Dans l'humour hollandais, la scatologie occupe énormément de place. Je peux vous citer plein de bandes dessinées qui en témoignent, hein, et qui ne sont pas traduites. Parce qu'en France, on a plus de mal avec ça. Bon, moi, en tout cas, j'ai du mal avec ça. Je n'ai pas eu envie de publier ce livre-là. Je m'en suis expliqué avec elle. Elle a compris. Et voilà. Donc, est-ce que c'est de la censure? On peut appeler ça de la censure si on veut. Mais je crois qu'en tant qu'éditeur, j'ai besoin aussi de pouvoir quand même m'identifier au livre qui porte d'une certaine manière ma signature. Hein, Alors, je peux demander des modifications de détails, mais ça ne relève pas en général d'une volonté de censure, ça relève d'une volonté d'amélioration. Je dis, cette scène-là, on aurait peut-être pu lui donner plus d'importance ou la traiter autrement, ou là, il y a une image qui est peu lisible. Bon, c'est un rôle de conseiller, de premier lecteur et de conseiller. Mais là, ça dépend vraiment de la collaboration qu'on peut avoir avec l'auteur, et elle est différente dans chaque cas. Hein, on ne peut pas généraliser non plus. C'était vous. Il y a encore deux personnes derrière qui voulaient parler, mais... non, mais je ne vois pas. Allez-y, madame. Excusez-moi. Je ne dois pas être normale, parce que je n'ai jamais pu lire une bande dessinée. Pourtant, je lis énormément. Vous avez beaucoup de mérite d'être venu ici ce soir, alors. Je n'ai jamais pu, pourtant j'achetais des livres. Même pas Bécassine? Non. Vous n'avez pas lu Bécassine? Bécassine, c'était pas une bande dessinée. Bah si, c'est une bande dessinée. Qu'est-ce que vous me racontez là? Moi, c'est un peu un livre avec des images. Ah non, non, non. Vous n'avez pas lu Bécassine, vous n'avez pas lu L'Espiègle Lily? Non. Oh oui, mais alors... Pourtant, ça, c'est des bandes dessinées de votre génération. Quand j'étais jeune, je lisais les livres de... le chien, comment il s'appelait? Stevenson, les livres d'Indiens, vous savez, sur les loups, comment ça s'appelait? Stevenson, il s'appelait... Oui, Robert Louis Stevenson. Mais ça, c'est pas de la bande dessinée. Non, mais justement, je vous dis, j'ai jamais pu lire une bande dessinée quand ma fille... Eh bien, il y a plein de... Figurez-vous qu'il y a plein de dessinateurs qui ont adapté Stevenson en BD. Donc, vous pouvez peut-être aborder la bande dessinée par là. Je vais vous donner une petite liste. Oui. Une autre question. Bon, déjà, je vais vous remercier pour la conférence. Je trouve ça très intéressant. Et je voulais savoir si vous pensez que, c'est quand même curieux, le thème de la bande dessinée plus particulièrement féminine. Ça fait la première fois que j'entends une conférence sur ce thème-là. Je voulais savoir si vous pensez que c'est nouveau, cet intérêt pour ce sous-genre de la bande dessinée, ou si, parce que votre collection date déjà depuis 2002. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2014, il y a un intérêt particulier pour la bande dessinée féminine, et pourquoi
Bah, on en parle de plus en plus, puisque voilà, j'ai commencé en vous montrant les deux dessinatrices dont on a le plus parlé ces derniers mois, parce qu'elles ont vraiment été sous les feux de l'actualité. Donc voilà, il y a de la bande dessinée féminine, il y a des bandes dessinées de femmes dont on parle. Le sujet de la bande dessinée féminine comme telle, on n'en parle pas tellement. On n'en parle pas tellement. Il n'est pas au premier plan des discussions sur les forums des amateurs de bande dessinée. Non. Mais il y a des initiatives comme celle du prix Artemisia, par exemple, comme cette rencontre, qui essaye d'attirer l'attention sur cette question. Alors il reste du chemin à faire. Hein, oui. Mais c'est vrai que moi j'enseigne aussi l'histoire de la bande dessinée à l'école d'art d'Angoulême, donc je fais chaque année un cours là-dessus. D'autant plus que j'ai une majorité de filles dans mes étudiants. Et les filles sont majoritaires dans la filière bande dessinée de l'école où j'enseigne désormais, alors qu'elles sont encore très minoritaires dans la profession. Et donc ce sera intéressant de voir dans quelques années si on les retrouve, si elles se sont professionnalisées ou si une majorité d'entre elles se sont réorientées vers l'illustration ou vers autre chose. Vous êtes plus studieuses, plus créatives? Est-ce que vous, finalement, les uns les autres... Ils sont tous aussi créatifs les uns que les autres. Je ne fais pas de différence à ce niveau-là. Mais oui, moi j'en parle systématiquement. Mais en même temps, des conférences sur la bande dessinée, j'en ai déjà fait beaucoup, un peu partout, depuis bien longtemps. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on m'invite à parler spécifiquement de ce sujet-là. Bon. Sur ce sujet-là, parce que ta conférence est faite dans le cadre du Forum des femmes assurément. Oui. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'on a voulu mettre en avant ce thème. On se rend compte aussi en vous entendant que, enfin, moi je me rends compte que dans ma grande bibliothèque de bande dessinée, j'ai peu d'auteurs. Votre bibliothèque personnelle? Ma bibliothèque personnelle. Alors ici, grâce à Fabienne, on en découvre pas mal quand même. Oui. Voilà, vous avez noté plein de noms et vous allez pouvoir vous rattraper. Je vous invite à venir ensuite maintenant voir nos collections, les lire, les entraîner, parce qu'on en a effectivement beaucoup. Moi j'avais une toute dernière question pour M. Goldstein. Quels sont vos projets? Allez dîner. Je ne sais pas comment répondre à ta question. J'en ai de multiples des projets. Alors, et pourquoi pas une autre bande dessinée? Parce que vous avez réalisé 2 bandes dessinées en tant que scénariste. Oui, vous pouvez trouver quelques-uns de mes livres dans le fond de la salle. Là, je fais un peu d'autopublicité. Donc voilà un album que j'ai scénarisé, en effet, mais qui n'est pas dessiné par une femme, je m'en excuse platement. Mais alors voilà, je voudrais faire une bande dessinée autour du personnage de Rosa Bonheur. Qui sait qui est Rosa Bonheur ici? Levez la main ceux qui savent qui est Rosa Bonheur. Alors, une femme peintre du 19e siècle, c'est la première femme artiste en France qui a été décorée de la Légion d'honneur par l'impératrice Eugénie. Et elle était spécialisée dans l'art animalier. Donc, elle peignait et elle sculptait. Et elle a fait aussi des gravures. Il y a des tableaux d'elle, notamment au musée d'Orsay, qui sont encore aujourd'hui très populaires, mais il y en a beaucoup au Metropolitan Museum de New York. Parce qu'une grande partie de sa production, elle l'a vendue de son vivant à des collectionneurs en Angleterre et aux États-Unis où elle était très appréciée. Et elle était extrêmement populaire de son vivant. Hein. Elle a eu une notoriété considérable. Elle était par ailleurs homosexuelle. Elle vivait en couple de façon assumée, ouverte avec une autre artiste. Elle s'habillait le plus souvent en homme, ce qui lui permettait notamment de fréquenter les abattoirs, par exemple, qui étaient interdits aux femmes, ou les marchés aux chevaux, etc., qui étaient interdits aux femmes, où elle allait voir ses modèles. Elle a été l'amie de Buffalo Bill. Et vous pouvez visiter son atelier qui se trouve en lisière de la forêt de Fontainebleau sur la commune de BY, et c'est un endroit absolument magique. On a l'impression, tout est resté en l'état, on a vraiment l'impression qu'elle va entrer dans la pièce. Ça vaut absolument la peine d'être visité. Eh bien, voilà, Rosa Bonheur, immensément populaire en son temps. Aujourd'hui, voilà, vous venez de me le montrer, la plupart d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. Et j'ai feuilleté il n'y a pas longtemps dans une librairie un dictionnaire des artistes français du 19e siècle. Je voulais voir, tiens, qu'est-ce qu'on dit sur Rosa Bonheur? Même pas une ligne. Alors qu'il y a un article sur son frère et sur son père.
qui étaient des artistes mineurs, beaucoup moins connus qu'elle. C'est elle, l'artiste majeure de la famille. Eh bien, eux, ils ont droit à des articles, et elle, passait complètement sous silence. C'est pas représentatif significatif de quelque chose, ça? Hein? Voilà. Alors voilà, je voudrais faire une bande dessinée d'hommage à Rosa Bonheur. Mais je n'ai pas encore trouvé le dessinateur ou la dessinatrice avec qui le faire. Merci à tous. Je voulais juste vous dire, nous avons la librairie Point de Côté, donc avec des ouvrages de Thierry Bronstein. N'hésitez pas à y jeter un œil, bien évidemment. Voilà. Merci à vous. Merci.